j'ai rencontré énormément de banques d'affaires. Je pense que la chose la plus importante, c'est de travailler avec quelqu'un qu'on aime bien, qu'on trouve compétent, avec qui on arrive à se projeter. Pour moi, il y a différentes banques d'affaires très connues et des gens très compétents. Mais il y a aussi le fit humain qui va être super important dans cet accompagnement-là. Et pour moi, c'est difficile de me dire que j'ai cravaché pendant 6 ans pour gagner cet argent et que j'allais le confier à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai préféré me faire confiance à moi-même et de me dire que j'allais prendre de mon temps pour réinvestir mon argent. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Dans le précédent épisode, Dorian Ciavarella nous a raconté son parcours. Issu d'un milieu modeste, il a connu une scolarité un peu chaotique avant de révéler une fibre commerciale et entrepreneuriale hors du commun qui lui ont permis de développer Ivancy. Dans cette partie, nous accueillons Souleymane Jangaladima, le CEO de Sapiens, le premier family office nouvelle génération. Grâce à la méthode Sapiens, il accompagne des entrepreneurs et des investisseurs dans l'allocation sur mesure de leur patrimoine et les aide à déterminer les investissements les plus adaptés à leurs projets et à leurs objectifs. Je vais laisser la parole à Souleymane, qui a plein de questions à te poser justement sur cette session, sur l'impact que ça a eu aussi sur ton patrimoine, tes invests et tout. Donc je suis ravie de l'accueillir. Bonjour Souleymane. Bonjour Aurore. Bonjour Dorian. Avant de rentrer dans le détail un peu croustillant de la session, de l'argent, etc., si on revient juste un tout petit peu en arrière, ce qui est toujours intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est la négo de la session. Comment elle s'est passée et qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui a été un peu compliqué? Ouais, écoute, c'est une de mes meilleures expériences. Parce que vendre une boîte, c'est complètement différent d'une levée de fonds. Ça a été très très complexe. Et ça a mis 9 mois, donc c'était un process qui était assez long. Ce qui est intéressant également, c'est dans ce process-là, Skippers a racheté mon plus gros concurrent qui était Octoly. Et donc c'est vrai qu'il y avait une inquiétude de me dire si je leur donne des chiffres et qu'ils ne nous rachètent pas, qu'ils rachètent Octoly, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données-là? De l'autre côté, oui, s'ils nous rachètent nous mais pas Octoly, Octoly pouvait se poser également la même question. Et en fait, donc on a dû avec Eli, qui était donc le CEO, le nouveau CEO d'Octoly, discuter ensemble et voir quel est le plan commun qu'on peut avoir pour faire ce leader de l'influence marketing mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a eu du stress, mais finalement ils ont racheté les 2 boîtes et ça se passe plutôt bien parce que il y a une vraie accélération chez Skippers grâce à l'influence marketing dans les différents pays du monde. La négociation, elle a été sur différents aspects. Elle a été sur la valorisation de la société qui était le premier sujet. Sur la répartition entre le pourcentage de capital que je détiens, soit d'Ivancy après, soit du groupe Skippers, et de la détention en cash que j'allais prendre. Il y avait la négociation sur la GAP, donc la garantie actif-passif, c'est super important. Et il y avait les levers, donc good, medium, bad lever, et les leakages qu'on devait mettre dans le SPA, donc le Shareholder Agreement. Pour nos auditeurs, les leakages, comme ça, Mais en fait, c'est toutes les problématiques potentielles qu'on a vécues chez Ivancy et qu'on devait mettre à l'ordre du jour dans notre contrat pour leur dire, voilà, vous achetez la société en connaissance de cause de ces problématiques-là. Donc c'est des choses qui sont assez complexes parce que il faut mettre un maximum de choses sur la table, même ce qui s'est mal passé. Mais c'est super important pour les acquéreurs de savoir qu'ils rachètent une boîte avec ces problématiques-là. Donc il y a énormément de négociations. C'est très tendu. Et après, dans les discussions, il y a différents intervenants. Il y a moi en direct avec la direction de Skippers pour échanger sur la façon dont on va intégrer Ivancy dans la stratégie d'entreprise et la façon dont on va fusionner Octoly et Ivancy dans la stratégie de Skippers. Parce que Ivancy était la 2e plus grosse boîte du groupe qu'ils ont racheté. Donc c'était des vrais sujets à traiter. C'était une belle acquisition de leur part. Il y avait mon rôle dans la boîte et les rôles des différents cofondateurs. Comment on va aider le groupe, en tout cas, à créer ce build-up et en faire un succès. Il y avait également qu'est-ce qu'on faisait de nos employés à nous, c'est quoi les conditions du rachat et est-ce qu'il y avait un réinvestissement dans la société Ivancy pour continuer à voir grandir la société.
Qu'est-ce qu'on faisait des pays? Donc c'était des sujets également qu'on a pu discuter. Et dans les personnes donc, qui étaient impliquées dans le deal, il y avait mon cabinet M&A, qui était à la base là pour la levée de fonds, mais qui nous a accompagnés jusqu'à l'exit. On peut le citer d'ailleurs? Adair Finance, ouais, Romain, Okay. que j'adore, qui m'a accompagné sur l'exit. Il y avait également en fait mon cabinet d'avocats qui m'avait accompagné également. Et il y avait Guillaume qui était sur la partie financière, qui était mon CFO. Et donc voilà, ça c'était les différentes parties prenantes dans le deal. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chacun avait différents objectifs. Parce que mes objectifs ne sont pas les mêmes du cabinet et ne sont pas les mêmes de l'avocat et ne sont pas les mêmes de Skippers. Et donc ça, c'est aussi assez intéressant dans le quotidien de se dire, je suis accompagné à différents intervenants, mais on n'a pas les mêmes objectifs à la fin. Et donc il fallait que je sois proche de l'intégralité de ces éléments-là pour prendre la meilleure des décisions parce que c'était ma boîte. Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que process lent, compliqué. Je me rappelle être parti en vacances en août, le deal n'était toujours pas fini et il me restait plus beaucoup de mois de cash parce que la négo durait de plus en plus, il y a de plus en plus de questions sur la société, ce qui est normal en soi quand on met ce type de montant. Et je me rappelle avoir pas profité du tout de mes vacances parce que je suis sur une négociation qui dure, qui n'a pas été closée avant juillet. On sait très bien que tout le monde part en vacances après en août, puis personne ne travaille sur le deal et que ça revient en septembre. Il peut se passer plein de choses au mois d'août d'un point de vue macroéconomique. Il y a énormément de deals qui pètent pendant les vacances d'été et c'est tout ce que je voulais pas. Et donc j'ai dû réussir à maintenir une pression sur le deal en discutant avec le CEO du groupe, en envoyant des messages aux investisseurs, je devais être présent, quoi. Je ne devais pas lâcher, je devais montrer que la société continuait de grandir et que dans tous les cas, j'avais des bons chiffres. Donc voilà, il y avait ce processus de vente qui durait et notre capacité à nous à continuer à avoir des bons résultats parce qu'on ne devait pas lâcher coûte que coûte cette croissance, quoi. D'accord, très clair. Tu as dit eu égard au montant. La question qui brûle les lèvres naturellement, c'est combien? How much? Ouais, je peux pas donner le chiffre parce qu'en fait, je dois respecter le shareholder agreement que j'ai, mais je peux te dire que ça a 8 chiffres. Ok. Très clair. Une fois, forcément, le closing réalisé, l'encre sèche, le cash sur ton compte, quel a été ton état d'esprit et tu vois, même, qu'est-ce que tu as fait le jour de la réception de ce cash? Ouais, écoute, je me rappelle, j'étais avec ma femme à la maison et je vois arriver de l'argent sur mon compte en banque le jour de mes 31 ans. Happy birthday. Ouais, sympa. Hein. Alors j'avais dit que j'allais être riche le jour de mes 30 ans, mais je l'ai été le jour de mes 31 ans. Mais on va dire 30 ans, c'est plus sympa dans le storytelling. Et donc je me rappelle avoir fait un screenshot de mon compte en banque et de l'avoir envoyé à Sylvain et lui dire regarde ton compte en banque et regarde combien on a gagné. Et donc on était super contents. Et après j'ai averti ma famille, je leur en ai parlé et on en a discuté. Donc super content. Beaucoup de stress lié à ça, parce qu'après, ça veut dire qu'il faut réemployer son argent intelligemment, et donc de voir dans quelles conditions est-ce que j'allais faire de mon argent. Donc ouais, c'est beaucoup de stress lié à ça. Donc j'ai pu appeler beaucoup de business angels, des copains, pour savoir comment eux, ils avaient réinvesti leur argent. J'ai rencontré t'étais en situation d'apport-cession dans 150 Better ou non? Ou t'étais libre de... Non, je l'ai fait en deux. Alors j'ai une détention sur une holding que j'ai créée et j'ai pris une partie en cash. Donc j'ai fait les deux. Okay. Mais la plus grosse partie, c'était plutôt en cash. Donc j'ai payé les 34% d'impôts qu'on peut connaître. et après le reste sur la holding. Donc voilà, donc, c'était particulier. C'était une belle journée. J'étais content. C'est un deal, j'ai mis 9 mois. C'était très compliqué parce que nos investisseurs ne voulaient pas vendre la boîte. Ça, ils n'avaient pas envie parce qu'on était en belle croissance. Mais j'ai réussi à les convaincre et leur faire comprendre que c'était le bon moment. Et tout le monde a fait une belle opération, donc personne ne peut m'en vouloir. Très bien. Et en termes de planification, apparemment, effectivement, tu as beaucoup investi, tu as give back, comme on dit, avec l'activité de Business Angel. Mais est-ce que tu avais une planification, une vision de ce que tu voulais faire en fait, avec cet argent, que ce soit à titre perso, pro, forcément aussi avec ton épouse? Non. Parce que en fait, pendant ces 9 mois-là, j'étais pas sûr que le deal allait se faire et j'étais focalisé sur l'opérationnel et que le deal se fasse. Donc j'ai pas eu le temps d'anticiper. Une fois que j'ai gagné l'argent, j'ai fait différents types d'investissements. J'ai investi dans des fonds d'investissement, donc dans Gagnon X et dans Xange, donc Ciparex. Ce que j'ai fait également, j'ai investi dans quelques startups où je connaissais les fondateurs ou sinon qui a une bonne réputation et qui a déjà fait des exits auparavant. J'ai fait de l'immobilier, parce que c'est assez simple. Faire de l'immobilier, de voir le TRI, les rentabilités. En direct ou via des fonds Non, en direct. J'ai vu via les deux. J'ai investi chez Roof, je ne sais pas si vous connaissez, ils font du co-living, donc j'ai mis 100 000 € dedans. Et après, j'ai fait beaucoup de direct aussi.
Et après, j'ai fait des placements sur des comptes à terme, ou voilà, ce type de placement. Je fais un peu de crypto, c'est monté assez haut, et quand c'est redescendu, j'ai sorti tout juste au bon moment pour avoir gagné légèrement de l'argent et pas en avoir perdu. Et là, je continue de me focaliser sur l'immobilier. Très clair. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés à faire ce sourcing? Enfin, c'est toujours intéressant parce que tu venais pas forcément du monde de la finance, de l'investissement. Tu étais accompagné, tu avais une banque privée, un CGP, ou tu as vraiment été en mode autonome à rechercher des solutions? Ouais, je l'ai fait en direct. Ok. Tu es allé chercher tes solutions et on dit souvent que le monde de l'investissement est des fois un peu opaque au niveau des frais, au niveau de l'analyse du track record. Comment tu t'es débrouillé en fait? Tu as été autodidacte, je comprends, mais quel conseil tu peux éventuellement un peu donner? Ouais, écoute, j'ai rencontré énormément de banques d'affaires. Je pense que la chose la plus importante, c'est de travailler avec quelqu'un qu'on aime bien, qu'on trouve compétent et avec qui on arrive à se projeter. Donc voilà, pour moi, il y a différentes banques d'affaires très connues et des gens très compétents, mais il y a aussi le fit humain qui va être super important dans cet accompagnement-là. Et pour moi, c'est difficile de me dire que j'ai cravaché pendant 6 ans pour gagner cet argent et que j'allais le confier à quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai préféré me faire confiance à moi-même et de me dire que j'allais prendre de mon temps pour réinvestir mon argent. Mais ça peut être bien et pas bien parce qu'en fait, finalement, j'ai pas beaucoup de temps. Et c'est vrai que de s'appuyer sur des gens dont c'est leur métier et leur connaissance, je pense qu'ils feront mieux le travail que moi. Et donc voilà, c'est juste une question de temps, mais je sais que je vais m'appuyer à un moment sur une banque d'affaires pour pouvoir m'aider. Donc voilà, c'était court terme, je l'ai fait moi-même sur des choses très faciles, en étant aiguillé par des personnes, mais je sais qu'à un moment, je vais m'appuyer sur une banque d'affaires pour investir mon argent parce que j'ai pas trop de temps en me relançant dans un nouveau projet. Je comprends. Alors tu parles plutôt banque privée, j'imagine, que banque d'affaires, ou parce que Ouais, oui, banque privée. Okay. Banque Après, tu as des banques privées qui ont aussi une division banque d'affaires et qui ont un accompagnement holistique. Et toujours sujet un peu personnel, parce qu'on a souvent aussi, nous, chez Sapiens, avec nos clients qui viennent de réaliser une session, ces questions notamment du réinvestissement, du placement, mais aussi de leur positionnement vis-à-vis de leur famille. Donc, tu vois, sur les questions aussi de prévoyance, sur les questions de transmission, est-ce que c'est des sujets aussi que tu as regardés, ou eu égard aussi à ton âge, tu t'es dit, j'ai le temps devant moi? Non, clairement. Alors déjà, quand j'ai fait l'exit, j'ai fait une donation. Okay. Donc je m'étais renseigné sur les donations possibles. Et c'est 100 000 euros par parent tous les 10 ans. Et c'est 15 000 euros par frère et sœur tous les 10 ans également. Donc ça, je l'ai fait. Et ensuite, sur le reste, j'ai pas mal discuté avec mon notaire pour échanger sur les choses qui étaient possibles. Donc la partie testament, la partie holding. Donc j'ai discuté avec des fiscalistes également pour savoir un peu quel était le montage potentiel que je pouvais mettre en place. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas mon métier. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, j'ai fait des choses très basiques. Mais je vais devoir être accompagné sur ce type de sujet, avec un avocat fiscaliste, avec un gestionnaire de patrimoine. Mais voilà, je vais devoir être entouré de bonnes personnes. Parce que quand on parle de gros chiffres, c'est vrai que c'est plus intéressant et potentiellement je peux avoir un meilleur TRI, quoi. Bon, tu fais quand même partie plutôt des bons élèves, hein. Tu t'es renseigné, tu as quand même mis en place un certain nombre d'éléments. Le risque des fois, ce qu'on voit nous, c'est qu'il y a beaucoup de procrastination parce que c'est toujours un peu inquiétant de placer autant d'argent et de faire confiance, donc bravo. Et si on revient pareil en arrière sur, j'imagine, quel était un peu ton objectif globalement, effectivement, de faire ce cash out, de te mettre d'une certaine manière à l'abri financièrement, mais comment aujourd'hui tu perçois en fait cette puissance financière pour les nouveaux projets, pour le business angel? Est-ce que finalement, tu as atteint ton objectif ou tu as encore plus d'ambition pour demain sur ton activité actuelle? Ouais, moi je le vois comme une étape. Okay. Ouais, c'était une étape de ma vie. J'ai envie de faire beaucoup mieux et je pense que j'ai la capacité de le faire. Donc là, le but, c'est de faire avec Zelic une boîte qui vaut 1 milliard, d'atteindre cet objectif-là et de révolutionner le secteur d'activité. Je suis toujours hyper ambitieux, j'ai toujours envie de gagner. C'est pour ça que je me suis relancé assez rapidement aussi. Donc la partie argent m'intéresse beaucoup parce que j'ai associé mes parents, mon frère au capital sur ma holding et sur une holding commun qu'on a pu mettre en place. J'ai envie également de faire gagner de l'argent à mon cofondateur et à mes associés et aussi à mes salariés. Donc c'est un objectif que je me suis donné. Donc non, je reste hyper ambitieux, j'ai envie de réussir et en fait je dois faire mieux. En fait, je ne me suis pas relancé pour faire quelque chose de moins bien qu'avant. Donc dans ma tête, c'est pas possible. À l'époque, je disais je devais réussir et faire quelque chose. Là, je dois faire mieux et beaucoup mieux. Et c'est la seule satisfaction que j'aurais à la fin de mon projet. Sinon, je me serais dit j'ai raté
Et je me suis relancé sur une aventure qui m'a peut-être permis de gagner la même chose, mais pour moi ce serait un échec. Et dans ces cas-là, en fait, j'aurais préféré ne pas me relancer. D'accord, ok. Et bah, écoute, merci en tout cas pour ce partage et bah, on te souhaite plein de succès pour cette nouvelle aventure avec une belle valo d'1 milliard d'euros. On termine Merci beaucoup, je vais tout faire pour. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, Dorian a choisi de donner la parole à Guillaume Cruz, un associé un peu particulier. En effet, Guillaume était salarié chez Ivancy et après cette première expérience ensemble, c'est à lui que Dorian s'est adressé au moment de lancer son second projet entrepreneurial, Zelic.